Ben oui, crée-moi pas, on a un épisode bonus pour vous autres les amis. Wouhou! En tout cas, moi je capote ben raide, c'est trop cool. Tu sais, avec le confinement, les gens sont en train de dire que je suis plus capable du confinement, mentalement je suis plus capable. C'est vrai, c'est une réalité dans le fond, pis c'est dur pareil. Tu as déjà pensé comment ça pouvait être dur mentalement être dans l'avenir? Avec tout ce qui vient? Écoute, c'est fou, hein? Après ça, on voit des affaires, pis pogné, là. Pogné dans la tête, c'est tout là, là. Des choses qui... c'est permanent. Comment on fait de dealer avec ça? Toute une question. Écoute, je vous invite à écouter Charles Michel. Ils sont pas tous seuls, hein? Il y a plein de choses à nous dire aujourd'hui dans l'épisode. Alors, bonne écoute tout le monde! Bonjour à tous! Bienvenue à notre épisode bonus. C'est pas l'épisode qui fait partie de la saison, mais c'est notre épisode parce qu'on s'est dit que ça serait bien de regarder un peu plus en détail certains termes et avoir la connaissance de d'autres personnes. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial. Charles, qui est notre invité? Oh, bonjour tout le monde, moi c'est Charles Porter et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège d'avoir quelqu'un qui dans l'année dernière est devenu assez importante dans ma vie. On a un petit peu parlé, mais professionnellement je fais du coaching parmi beaucoup de choses que je fais. Mais en venant au Canada, l'organisation avec laquelle je travaille a un programme de mentorat. Et la personne qui enseigne dans ce programme de formation est aussi devenue mon mentor et un coach pour moi, Pierre Bergeron, et a beaucoup d'expérience. Je ne vais pas trop gaspiller l'introduction, mais savoir que quelqu'un à l'âge de 39 ans peut aller, 38 ans peut aller avec les jeunes de 18 ans et compléter le processus militaire. C'est une personne assez impressionnante. C'est le président de CIS Leadership et il va nous en parler. C'est un père, c'est un grand-père, une personne très intéressante. Donc, Pierre, bonjour et bienvenue au podcast. Bonjour à vous et vos auditeurs et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vous voyez que Pierre a l'accent québécois aussi. Donc, comme d'habitude, je suis le seul qui ne comprendra rien. Ça va être un bon apprentissage pour Charles. Avant d'aller dans le sujet, Pierre, on aimerait savoir un peu de qui tu es, mais avant vraiment du sujet, là, de parler de ton expertise, on veut savoir une chose par rapport à toi qu'en général, on ne connaît pas, que les gens, la première fois que tu les rencontres, ils ne savent pas de toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire une chose? OK. Alors, moi, je sais que vous faites, vous autres, les expressions québécoises. Alors, je vais vous en donner une, en commençant. Et l'expression que je vais vous donner, c'est « se faire brasser le canadien ». Se faire brosser le canadien. Oui, le canadien, pas le Canadien, le canadien. Et canadien. Ce que ça veut dire, c'est de passer un mauvais quart d'heure, de se faire malmener. Alors, j'espère que vous ne me brasserez pas trop le canadien durant le podcast aujourd'hui. On ne promet rien. Chaque fois que je parle avec Michel, le premier quart d'heure de l'épisode, c'est se faire brosser le canadien. Canadien. Il se moque de moi. Et puis sur l'Internet, il se moque de moi aussi. C'est horrible, mais on continue parce que c'est intéressant. Super. Alors, quelque chose que peu de gens savent. Bon, alors je vais dévoiler. Je suis dyslexique. Oh, OK. Habituellement, les gens qui sont dyslexiques, ce n'est pas des gens qui font beaucoup d'études, c'est des gens qui sont super manuels, très habiles manuellement. Moi, j'ai tenté premièrement, je ne savais pas en tant que jeune adulte que j'étais dyslexique. Donc, ça m'a forcé à doubler d'efforts pour accomplir des choses comme faire ma maîtrise, par exemple. Qui m'a pris quelques années de plus que d'autres, mais j'ai passé au travers. Wow. Alors, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent à mon sujet.
Faisons une pause là, Pierre, parce que je trouve que juste une pause, je sais qu'il y a beaucoup de choses pour discuter et on va continuer assez rapidement, mais dyslexique, tu ne savais pas, donc l'école était difficile pour toi. Très. J'imagine qu'il y avait une certaine anxiété, mais que tu as dû créer des systèmes pour toi-même pour conquérir l'anxiété et la dyslexie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, effectivement, tu as entièrement raison. L'école était très difficile et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand tu es dyslexique et que tes professeurs ne réalisent pas trop c'est quoi le problème, on pense que tu es indiscipliné, on pense que tu es non coopératif. Donc, on va t'utiliser pour aller faire les photocopies, apporter les messages au bureau, etc., etc., ce qui rend la situation encore plus difficile parce que tu manques plus de temps en classe, tu as moins d'informations, donc tu es obligé de travailler 2 fois plus pour comprendre. Alors, moi, la dyslexie, ce que ça a fait, c'est que ça a développé en moi une force de caractère, une résilience, une ténacité. Quand je me mets en tête de faire quelque chose, là, ben, il faut absolument que je trouve le moyen pour le faire. Alors, on devient super débrouillard et comme tu dis, on développe toutes sortes de petits mécanismes pour surmonter cette dysfonction-là. Wow. Aurais-tu un exemple? Merci. Non, aurais-tu un exemple? Ah, si j'avais un exemple, j'avais compris que tu C'est son accent anglophone. Hey, Michel, arrête. Bon, un exemple. Eh bien, bon, la lecture, par exemple. Quand on lit une personne qui est dyslexique, les yeux vont un petit peu partout. Tu finis des mots avec. Tu donnes une fin à un mot qui est pas vraiment sur la feuille. Alors, pour lire, moi, quand je lis souvent avec mon doigt pour que mes yeux suivent mon doigt. Je lis beaucoup avec on appelle ça un highlighter là, en anglais. Là, Un surligneur. Un surligneur. Alors, quand je lis, mes livres sont soulignés un peu partout. Et ça, c'est des opportunités pour moi de m'arrêter, de pouvoir me concentrer sur ce qui est sur la page. Excellent, c'est une bonne idée. Ouais. Donc, en termes d'anxiété et de notre podcast, nous dirons que tu as trouvé quelque chose pour te grounder sur le moment, pour revenir sur le moment, toucher la page et mettre quelque chose de physique pour que ton attention retourne sur la réalité de ce que tu lis. Super intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait qu'il y avait des difficultés et justement, ça te menait à vraiment être tenace, à être débrouillard et tout. Puis souvent, quand on voit nos défauts, les gens commencent à être découragés, mais c'est dans le fond de transformer ce défaut-là en une qualité, puis c'est un peu ça que tu as fait dans ton cheminement. Et c'est vraiment intéressant. Wow. Alors, OK, moi, je suis vraiment curieuse. Pourquoi, à 38 ans, est-ce que tu es allé... pourquoi tu as fait le militaire avec des plus jeunes? Qu'est-ce qui t'a amené là? OK, qu'est-ce qui m'a amené à devenir militaire à 38 ans? Bon, c'est simple. Quand j'étais au secondaire, moi, j'avais deux souhaits. Je ne pensais pas de faire d'études. C'était certain que je ne m'alignais pas vers une profession particulière. Mais j'avais un désir de faire 2 choses. 1, de servir mon pays et 2, de servir Dieu. À 18 ans, 19 ans, tu ne sais pas trop comment tu vas faire ça, là. Donc, j'ai débuté des études en théologie et j'ai terminé mes études de peine et de misère, mais j'ai passé. Je n'étais pas le premier, mais j'ai passé et je suis devenu pasteur. Et c'est là que j'ai fait application pour devenir aumônier dans les forces canadiennes. C'était vraiment un rêve de mon adolescence, en fin de compte, d'être à la fois au service du pays, au service de Dieu. Et pendant 18 ans, j'ai fait application à tous les ans et j'ai été refusé à tous les ans. 18 fois. Oui.
Ce n'est Wow! Et je disais toujours à ma femme, écoute, tes valises sont mieux d'être pactées parce que si jamais il change d'opinion puis il m'engage, on s'en va. Wow. Et c'est vrai qu'à 38 ans que la porte s'est ouverte, en fin de compte, là, que l'opportunité s'est présentée où on m'a offert effectivement là, la possibilité de joindre les forces canadiennes. Et je vais me mettre ici, comme chaplain, comme on dit quoi en français? Aumônier. Aumônier. Normalement, aurais-tu devoir passer par le système de bootcamp, de tout ça, ou aurais-tu eu exception? Oui, non, un aumônier, c'est un officier dans les forces armées canadiennes. Alors, étant donné qu'on entre avec une formation professionnelle, on entre avec le grade de capitaine, alors on est des officiers. Et en tant qu'officier, il faut absolument qu'on fasse la formation de base qu'on appelle le bootcamp et toutes les phases là, qui concernent celle d'un officier. À 38 ans. J'imagine que le stress était assez haut. Oui, le stress était haut parce que tu stresses sur toutes sortes de choses. Premièrement, étant donné que je suis dyslexique, puis tu le sais que tu as de la difficulté avec des études, tu te dis, bon, ben, je m'en vais étudier là. Pendant la formation, c'était 16 semaines. Alors, tu t'en vas étudier, tu es dans un contexte complètement nouveau duquel tu ne sais absolument rien. J'avais personne dans mon arrière-plan qui avait été militaire. Alors, tu ne sais absolument rien. Le contexte est nouveau et tu sais que tu vas être évalué constamment. Alors, tu arrives là avec enthousiasme et dès la première journée, ben, tu te fais dire que tu es un bon rien, que tu ne réussiras pas. Et c'est toute la formation psychologique, en fin de compte, pour évaluer la résilience de l'individu. Sauf que personne ne te dit ça. On ne te dit pas que c'est ça. Le test, le gros test, c'est de voir à quel point tu peux être résilient dans des situations difficiles, comment tu peux rebondir d'une situation à l'autre, comment tu travailles sous justement le stress, la fatigue, l'inconnu. Et c'est toutes des choses auxquelles tu vis. Donc, effectivement, tu arrives là, tu es relativement relax, mais au bout de quelques heures, dans la première journée, ton niveau de stress augmente. Oui. Et puis, tu vis sous cette tension-là là, pendant plus ou moins là, les 16 semaines de la formation. Ouais. Et tu as réussi. Oui, j'ai réussi. Tu étais capitaine. Et puis après, je vais sauter parce qu'on veut arriver où on veut en parler aujourd'hui sur l'idée du trauma du tram et de l'anxiété qui sort d'un événement très mauvais. Tu t'es trouvé dans 2-3 situations assez intenses. Si je suis correct, tu étais en Afghanistan. Tu peux en parler ou pas? Oui. On a déjà parlé, mais... On ne dévoilera pas des secrets, là. On OK. va partir à ce qui est de l'information publique. Oui, alors, effectivement, tu vis, en tant que militaire, tu vis des situations traumatiques. Le service militaire, en fin de compte, c'est un service intéressant. Moi, j'équivaut la fonction militaire à une vocation. C'est une vocation. Et cette vocation-là, en fin de compte, sert de borne. En anglais, on dit a boundary. En français, borne, limite, entre la société et l'anarchie, entre la paix et le chaos. Puis toi, le militaire, tu es en plein dans le milieu, là. Alors, tu expérimentes les deux mondes. Et on ne peut pas se retrouver dans une situation comme celle-là sans être nous-mêmes affectés par ce qui est vécu là, dans ton quotidien, là. Alors, effectivement, on vit toutes sortes de stress. Il y a des événements où il y a la possibilité de mourir. Pendant que j'étais en Afghanistan, tous les décédés, tous les militaires qui sont décédés, il n'y en a pas un qui est mort dans un combat. Tout le monde est mort dans un accident d'IED, que ce soit sur la route ou sur une piste.
Donc, tu sais qu'à tous les jours, quand tu circules, tu as cette pensée-là que tu peux mourir. D'ailleurs, j'y étais 2 fois en Afghanistan et la deuxième fois que j'y étais, parce que je savais dans quoi je m'embarquais, sans le dire à ma famille, j'ai visité mon fils et sa famille qui était en Colombie-Britannique pendant une semaine. J'ai pris du bon temps avec eux parce que dans le fond de ma pensée, tu sais pas de quelle manière tu vas revenir. Est-ce que tu vas revenir dans un seul morceau? Est-ce qu'il va te manquer des morceaux? Vas-tu revenir traumatisé au point où tu perds ta capacité d'intervention? Alors, je m'étais préparé en allant voir mes enfants, embrassant mes enfants, pour leur laisser le souvenir d'un grand-père fonctionnel, aimant, juste en cas. Fait que tu t'en vas et tu es sous ce stress-là constamment de la possibilité de mourir. Il y a d'autres stress aussi. Je me souviens, j'étais dans une mission de paix dans un pays en particulier où on nous avait donné comme mandat d'enterrer les personnes décédées qui étaient à la morgue locale de la capitale. Et à toutes les 4-5 semaines, on enterrait entre 500 à 650 dépouilles. Je me souviens quand on a commencé cette mission-là, en jasant avec les militaires, les opérateurs de machinerie lourde, moi, je faisais des sessions de ce qu'on appelle le debrief du stress. En jasant avec eux, les gars racontaient des cauchemars qu'ils vivaient, etc., etc. Et il y a une phrase qui revenait assez souvent, et c'était il n'y a même pas de prière qui est faite. Il n'y a même pas de prière qui est faite. Fait que de là, je me suis dit, bon, ben, je vais demander à la chaîne de commandement la permission d'accompagner mes militaires et puis de faire un petit service. Parce que souvent, dans le trauma, ce qui est difficile, c'est que tu vis une réaction normale à une situation anormale. Répète ça. Tu vis une situation, tu vas avoir des émotions normales face à une situation qui est anormale. Le COVID, alors, c'est par normal de te sentir traumatisé dans une situation où tu es en train d'enterrer 650 dépouilles là, dans un trou. Là. On ne fait pas ça au Canada. Ça ne fait pas partie de notre culture, ça ne fait pas partie de notre expérience de vie, on ne connaît pas ça. Là. Alors, c'est normal de te retrouver avec des cauchemars la nuit quand tu fais quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un non-sens pour toi de faire ça. Alors, j'ai proposé à la chaîne de commandement d'accompagner nos militaires. Et ce qu'on faisait, lorsque les locaux arrivaient avec leurs camions, là, c'était des camions de gravelle dans lesquels les corps étaient empilés. Là, on ne parle pas d'un corbillard qui t'amène un corps dans une tombe. Là. Les corps sont empilés. Et lorsque les locaux arrivaient avec leurs camions et qui déversaient leur cargaison dans le trou, moi, je faisais un petit service funèbre avec les gars. Et là, j'expliquais à nos militaires le fait que ce qu'on était en train de faire, en fin de compte, on était en train de rendre un service à la communauté. À cause de la pauvreté, ces gens-là n'étaient pas en mesure d'enterrer leurs morts. Ils n'étaient pas enterrés, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas les moyens. Et nous, en fin de compte, on avait la possibilité de rendre un service à ces familles-là en enterrant leurs enfants. Je me souviens, lorsque les locaux avaient tiré la toile sur un des camions, il y avait une petite patte qui avait passé par-dessus le bord, puis j'étais venu le moton à la gorge et je m'étais mis là, à avoir des larmes. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un petit-fils d'1 an et demi chez nous, là. Et l'image que j'avais, je me disais, man, ça aurait pu être mon petit gars, ça aurait pu être mon petit-fils qui était dans ce camion-là. Là. Et pendant qu'eux étaient en train de vider leur cargaison, moi, je faisais un petit service, puis j'expliquais à nos militaires, nous, là, ce qu'on va faire, on va rendre un service, on va enterrer ces morts-là avec le plus de dignité possible, parce qu'en fin de compte, chacun de ces enfants-là, c'est l'enfant de quelqu'un.
les gars, c'est des pères, c'est des frères, c'est des maris, les femmes, c'est des épouses, c'est des sœurs, c'est des mères, des grands-parents. Alors, on va tenter, autant que c'est difficile pour nous autres, ce qu'on est en train de faire, on va donner un sens à ça. Et quand j'avais fini mon petit speech, ben là, je faisais une prière. On priait pour les familles endeuillées qui avaient perdu leur être cher. On était super reconnaissants pour le fait que si au Canada, nous autres, on ne vivait pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait, nous. Ce n'était pas notre expérience à nous. Et l'autre chose qu'on faisait après ça, on remerciait Dieu pour l'opportunité que nous, on avait de pouvoir rendre ce service-là aux militaires. Et ce que ça a fait, ce petit service-là, qui pouvait durer une dizaine de minutes, en fin de compte, ça a donné un sens à un geste qui nous semblait non-sens. Et quelques semaines après, en faisant des entrevues avec les gars me disaient que pour certains d'entre eux, les cauchemars avaient diminué parce que soudainement, ils avaient un sens aux gestes qu'ils étaient en train de poser, autant difficile que c'était pour nous et autant que ça nous sortait là, de notre zone de ce qu'on voyait dans le normal, il y avait un sens à ce qu'ils faisaient. Je voudrais m'insérer parce que, Pierre, je sais que tu n'as pas écouté tous les 8 épisodes, mais j'entends des mots qu'on a eus, Michel. Est-ce que tu as entendu plusieurs fois, il a dit des choses dont on en a parlé. Une chose, c'est la dignité de la personne. Ouais. Et l'anxiété qui vient quand on ne ressent pas que chaque personne est importante. Il y a une anxiété, mais quand on leur donne de la dignité, il y a quelque chose qui est recouvert dans l'humanité. Aussi, tu as dit que nous, on ne connaît pas ça et que ça donne de l'anxiété, ça donne du stress parce qu'on ne connaît pas ça. C'est hors de notre culture de base. Donc, une des réponses que j'entends que tu dis, c'est que retrouver le normal, c'est de re-encadrer ce que nous passons, quelque chose qui n'est pas normal, mais nous devons avoir des appuis normaux. Par exemple, tout le monde est au COVID maintenant. Comment pouvons-nous retrouver nos repères normaux, nos encadrements normaux? Et je pense que ça nous mène à diminuer le stress dans notre vie. Retournons, avant de parler, tu m'as partagé 2 expériences. Retournons à l'idée de tram. Parce que tu m'as parlé de 2 militaires qui n'en pouvaient plus. Il avait passé un moment et il ne pouvait plus gérer le tram et l'anxiété était devenue telle qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Ils allaient perdre leur position militaire. Peux-tu me parler de ces moments-là? Oui, j'étais dans une mission dans un pays où c'était pas un pays de guerre, c'était une mission de paix, mais la population locale n'était pas toujours paisible. Et il y avait un de nos militaires qui revenait dans un convoi de véhicules et le convoi a été pas attaqué là, physiquement, mais les locaux ont sauté dessus et tout ce qui n'était pas attaché, barré, là, a été volé. Là. Et il y en a qui ont sauté sur le capot du véhicule avec des gestes menaçants, avec des couteaux, puis ont menacé le chauffeur. Et le chauffeur, quand il est arrivé au camp, il était totalement traumatisé. Il avait eu peur de mourir dans cet événement-là. C'était un militaire de 17 ans de carrière. C'était pas un jeune. C'était un gars qui en avait vu, mais qui en même temps, cette expérience-là en particulier, avait déclenché chez lui des émotions qu'il n'avait jamais expérimentées dans le passé. Et là, comme de raison, il ne voulait plus sortir du camp, il se sentait insécure, il avait peur de mourir, etc., etc. Et la chaîne de commandement était pour le renvoyer au Canada. Puis moi, j'ai suggéré à la chaîne de commandement, étant donné qu'on n'était pas en théâtre de guerre, mais qu'on était dans une situation de
de mission de paix, j'ai proposé à la chaîne de commandement de me l'attribuer, cette personne-là, comme étant mon chauffeur. Et j'ai suggéré qu'on essaie de lui donner une bonne expérience sur la route avant de le renvoyer au Canada. Ma préoccupation était, si on le renvoyait traumatisé, c'est l'image qui allait lui rester, c'était l'image du trauma. Et comment est-ce qu'on peut faire pour recadrer une mauvaise expérience et réaliser que tu peux avoir une mauvaise expérience dans un temps donné, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres expériences vont être mauvaises. Alors, la chaîne de commandement me l'a laissé comme chauffeur. Et puis, la première semaine, bon, il a fait toutes sortes de choses autour de mon bureau. La deuxième semaine, on a commencé à sortir du camp. Et c'était mon chauffeur, mais lui, il était assis à droite, c'est moi qui conduisais. Et tranquillement, à un moment donné, j'ai dit, hey, veux-tu conduire? On était vraiment à la campagne, puis je l'ai laissé conduire, il a conduit. Et quand on a rapproché de la ville, j'ai repris le volant, etc. Et graduellement, comme ça, je lui ai donné une opportunité de conduire le véhicule, de se retrouver dans des situations qui pouvaient augmenter son stress. Et je me souviens, la première fois qu'on s'est retrouvé dans un embouteillage, il y avait les mains sur le volant, les jointures blanches. Je la voyais transpirer. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, mets ça sur le parc, là, puis on va changer de place. Et graduellement, je l'ai eu avec moi pendant 1 mois, de telle sorte que quand il a quitté le pays dans lequel on était et qu'il est revenu au Canada, il a pu vivre des expériences à l'extérieur du camp où ce que sa vie n'a pas été en danger. Alors, il avait vécu une situation traumatisante, mais ça ne faisait pas de chaque situation après ça des situations traumatisantes. Et c'est souvent important pour nous d'être capable en anglais, on dit reframe, recadrer les expériences que l'on vit pour réaliser que oui, on peut avoir vécu un trauma, mais la vie n'est pas obligée d'être traumatisante à cause d'un trauma qu'on a pu vivre. Tu n'es pas ton trame. Il ne faut pas laisser le trauma définir qui nous sommes. Michel, commentaire. Non, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est ça, j'ai écrit recadrer nos expériences, c'est vraiment important. Puis j'ai aimé ça parce que c'est, comment tu as expliqué, détail par détail, tous les détails de comment tranquillement se rendre là. Puis je pense que comme chacun de nous, si on voit qu'on a une réaction très rapide à quelque chose, même si c'était pas grand-chose, juste conduire, ça amenait tout ce stress. C'est rendu comme plus normal, on peut dire, mais comme chacun de nous, si on voit qu'on a des réactions très fortes à des choses normales, c'est de tranquillement, étape par étape, aller de l'avant puis commencer à recentrer ou recadrer, comme tu as dit, mais ça me fait penser à la neuroplasticité qui est, dans le fond, de ramener, de faire un détour, mais de ramener tous tes neurones, la manière dont tu vas penser à ce qui est quelque chose de normal, quelque chose de bien, à place de toujours tomber dans le négatif, toujours tomber dans tous ces mensonges qui peuvent continuer, dans le fond. Là. Puis c'est exactement ce que tu as fait, qui est vraiment intéressant d'avoir une expérience concrète. Et c'est sûr, c'est extrême, mais ça s'applique aussi pour les choses moins extrêmes, les choses que tout le monde pourrait appliquer. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent des traumas. Et c'est pas juste dans l'armée, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui, même dans leur famille, vont vivre des traumas, comme quand ils sont enfants, soit des accidents, soit la violence, soit plusieurs choses, ou même le COVID, le fait que même si c'est prolongé, ça peut quand même être un trauma, dans le fond. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut prêter attention. Et si on voit quelqu'un aussi, là, comme que tu as vu ce besoin-là, c'est de les ramener tranquillement à vraiment c'est quoi qui est avoir des bonnes expériences, comme tu as dit, dans ce cadre-là. Ouais, je peux ajouter une petite chose ici parce que je pense que parfois, on peut voir quelqu'un qui a des problèmes et notre intervention devient un nouveau train.
Donc, renvoyer ce militaire au Canada sans pouvoir avoir d'autres expériences devient une deuxième expérience de trame. Il perd son travail, il perd sa carrière et il y a une perte qui est ajoutée à une autre perte. Et l'idée que tu as utilisée, que je voudrais et avoir, peut-on dire, de la grâce, la patience avec une personne qui est traumatisée, qui passe un moment difficile, et au lieu de leur dire, OK, il faut que tu et puis résoudre leurs problèmes, il me semble que cheminer, marcher avec une personne, parfois il y a besoin d'intervention professionnelle. J'ai eu un accident et il a fallu que j'aille parler avec un conseiller et faire une déprogrammation de cette expérience, de le réencadrer. Il a fallu que je fasse ça, mais beaucoup de fois, si on n'a pas cette opportunité, je pense qu'il faut marcher lentement avec beaucoup de grâce, cheminer avec une personne. Et j'adore l'idée de recréer d'autres expériences pour remplacer le tram. Parce que ça ne l'enlève pas, mais ça nous mène à pouvoir marcher de nouveau un petit peu normalement. Pierre. Oui, écoute, si je prends en considération, par exemple, le stress post-traumatique, quand je suis revenu de l'Afghanistan, j'ai été diagnostiqué avec ce qu'on appelle de l'anxiété opérationnelle, qui m'a pris là, des années là, à me défaire de ça. Et ce qui est important, c'est de réaliser que le trauma, là, ça ne disparaît pas là, instantanément. Là. Ouais. C'est vraiment un processus. Et dans le processus de diminution du trauma, c'est qu'on apprend à vivre avec le trauma. Et on apprend à recadrer, ça c'est une chose. Un autre élément qui est super important, c'est de s'en tenir aux faits. Oui. Et non aux impressions. Donc, j'étais en Afghanistan, j'ai un de mes collègues qui est avec moi, un de mes subordonnés qui est avec moi, on tombe en embuscade et puis quelques semaines plus tard, j'ai un téléphone de nos supérieurs qui dit écoute, un tel dit à tout le monde au Canada qu'il est traumatisé, qu'est-ce qui s'est passé, il voulait savoir c'était quoi l'expérience. Et moi, j'écoute ce que l'autre disait, puis je répétais à nos supérieurs, bien écoutez, oui, ça aurait pu arriver, mais c'est pas ça qui est arrivé. Oui, ça aurait pu arriver, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et j'ai été rencontrer la personne qui est encore en théâtre opérationnel avec moi, puis j'ai dit, raconte-moi de quelle manière que tu vas raconter à tes amis, là, ta famille, etc., l'expérience qu'on a vécue. Alors, il me raconte l'expérience et c'était beaucoup autour de ce qui aurait pu arriver. Alors, oui, on aurait pu se faire cibler par les talibans. Oui, il aurait pu envoyer une roquette dans notre véhicule. Oui, on aurait pu sauter. Oui, on aurait pu avoir des explosifs en dessous de la rue où on était, là, dans le canal. Oui, on aurait pu mourir, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et souvent, on se traumatise avec ce qui aurait pu arriver plutôt que ce qui est arrivé. Alors, quand on vit des traumas, un enfant, par exemple, qui va vivre un divorce terrible, de la tension dans la maison, peut-être de la violence dans la maison, il est fort possible, en vieillissant, que les images qui lui restent, c'est des images qui sont partiellement vraies, mais qui, à un moment donné, avec tout ce qui s'est dit autour de ça, l'enfant développe un portrait de ce qui s'est fait qui est faussé. Pas parce qu'il veut, là, mais c'est tout simplement faussé entre ses émotions, les sons qu'il a entendus, ce qui aurait pu se passer, mais qui n'est pas tout à fait certain, que quelqu'un d'autre va lui donner une histoire qui n'est pas nécessairement de la même manière, et on finit par être traumatisé par son... dans un langage, en anglais, on appelle ça « vicarious trauma ». Ouais. Je pense en français, c'est un trauma vicariant. Là. C'est un trauma... En fin de compte, c'est un trauma secondaire
qui n'est pas quelque chose qu'on a nécessairement vécu direct, mais à force d'avoir de l'information, on finit par être traumatisé par ces événements-là. Donc, d'être capable de prendre le trauma et de regarder les faits du trauma qu'on a vécu aide parfois à commencer un processus de guérison, de recadrage, justement pour permettre à la neuroplasticité du processus de se faire et de nous libérer de ces pensées-là, des pensées toxiques là, qui nous gardent captifs dans une image qui est peut-être faussée. Oui, je m'insère un petit peu ici parce que la recherche, c'est fascinant, la recherche sur la mémoire nous dit que chaque fois que nous accédons à une mémoire, nous la changeons. Donc, ce que je me rappelle de ce qui s'est passé est différent de ce qui s'est passé. Mais il faut être connaissant que oui, il y a des faits. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oh, tu te souviens de ça, ça ne s'est pas passé. » En anglais, on dit « c'est gaslighting ». Non, je me souviens, ça s'est passé, mais mes impressions sont aussi mises dedans. Donc, c'est important de, très tôt après un drame, d'écrire et de constater les faits avec quelqu'un d'autre pour que plus tard, on peut revenir et être d'accord sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe où on arrange les événements d'un ordre différent. Et ce n'est pas que nous mentons, c'est que réellement, nous nous rappelons différemment. C'est quelque chose d'assez impressionnant. OK. Pierre, on est à 45 minutes. Il y a tel autre aspect qu'on peut ajouter à ça? Oui, rapidement. Oui, ouais, OK. L'autre aspect que je rajouterais à ça, c'est notre personnalité. Notre personnalité, à cause de notre personnalité, on ne voit pas on peut regarder la même situation, mais on va y donner une interprétation qui est différente. Donc, tu peux avoir 4 personnes qui vont être témoins d'un accident. Il y en a un qui va dire, c'est-tu épouvantable qu'une personne est morte? Il y en a un autre qui va dire, c'est extraordinaire, il y a juste une personne de morte, puis il y en a 3 qui ont survécu. Il y en a un autre qui va parler du sang qu'il y avait partout, puis les autres, ils n'ont pas vu le sang partout. Alors, chaque personne va interpréter la même situation à partir d'une lecture qui est très personnelle, qui est souvent en lien avec notre personnalité, des phobies qu'on peut avoir, toutes sortes d'émotions qu'on va y rattacher, qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Oui, c'est vrai. Attendez. Michel, avais-tu des questions pour terminer? Je sais qu'on est à 45 minutes et on pourrait continuer, je pense, pour 2 heures en train de parler de tes expériences, Pierre. Mais Michel, je te donne la parole. Oui, Pierre, avant c'est ça, on voudrait savoir, parce que moi, je t'ai vu un peu de loin et je sais que tu es venu faire une conférence sur les 10, les personnalités et tout, mais j'aimerais savoir un peu plus de c'est quoi tu fais. Je sais que tu travailles avec les leaders, alors c'est vraiment intéressant c'est un point de vue vraiment intéressant de travailler avec beaucoup de gens et de former les gens par rapport à la personnalité, par rapport à leur background aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux parler un peu mais ce que tu fais là? Ah, ben super, merci de l'opportunité. Effectivement, j'ai une organisation qui s'appelle CIS Leadership et ce que je trouve super passionnant et excitant ces jours-ci, c'est qu'on est en train de mettre un centre de formation virtuel en ligne. On en fait le lancement cette semaine. J'ai commencé le lancement hier, justement. Alors, ça s'appelle le Centre d'influence stratégique. Et ce qu'on fait, on commence modestement avec l'intention à tous les mois de rajouter une formation sur un aspect du leadership, du développement des capacités des gens, parce que notre intérêt, c'est vraiment d'augmenter la capacité des personnes et d'aider aux gens à découvrir le potentiel inexploité en eux.
Je fais du coaching, du mentorat, de la formation de leadership et bien content de pouvoir mettre cette plateforme-là là, en ligne pour pouvoir aider des gens, non seulement au Québec, mais à travers le monde, à travers la francophonie, parce qu'on se concentre en français seulement. Les Anglais sont bénis, ils ont beaucoup d'opportunités. Alors moi, je me concentre uniquement en français. Ouais, super, c'est bon. J'ai vu le lancement, moi, hier. J'ai vu le courriel passer. C'est vraiment bien. OK. Puis comment qu'on peut te trouver en ligne? C'est quoi? On va donner les informations là, dans la description et tout, mais comment qu'on peut communiquer avec toi? OK. Alors, la meilleure manière de communiquer avec moi, c'est en allant sur le site de cisleadership.com. Et si les gens veulent communiquer, l'adresse courriel est très simple, info@cisleadership.com et ça va me faire plaisir de répondre. Super. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris. Moi, j'en ai appris. J'ai pris des petites notes. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez pris des notes. Il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à l'anxiété. Alors, c'est vraiment intéressant que les choses de base restent. Alors, je vous encourage à explorer ça dans votre vie et dans les vies des autres, ceux à côté de vous. Plus de gens ont besoin de savoir comment dealer avec l'anxiété, comment bien encadrer, puis dans le fond, mieux vivre. Alors, c'est ça. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On va se revoir à un autre moment donné avec d'autres bonus. Oui, et juste un dernier mot. Juste pour moi, ce que je vais emporter, c'est que de nouvelles expériences peuvent remplacer de mauvaises expériences. Ouais. Et je pense que dans l'épisode numéro 3 ou 4, nous n'avons pas parlé de la pureté et d'expériencer, de sortir en randonnée ou d'avoir des expériences, d'écouter des enfants rire. Donc, j'encourage à tout le monde, quand nous sortons, et nous allons sortir du COVID, je ne sais pas quand, mais nous allons sortir, de faire intentionnellement ce que Pierre a fait avec ce militaire. De créer de nouvelles expériences pas pour oublier ce qui s'est passé, parce que nous sommes un petit peu tous traumatisés par le confinement, un petit peu tous traumatisés par l'anxiété de ce qui va se passer avec le COVID. Mais il faut qu'on vive une belle vie avec de belles expériences, d'avoir des fêtes de Noël et des fêtes d'anniversaire et sortir au Québec et voir les montagnes, voir la mer. Je vous encourage de planifier des expériences intentionnelles pour remplacer. Comme toujours, je te remercie, Michel, pour ton temps. Je sais que tu as beaucoup à faire. Pierre, je sais qu'avec le lancement de ton nouveau plateforme, tu es beaucoup pris cette semaine, donc je te remercie aussi. Et de la part de toute l'équipe de Crée-moi pas, de Joey et tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ces bonus épisodes et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Wow! Jean, tout un bel épisode. Écoute, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode. On espère que vous avez aimé notre épisode bonus. On vous remercie encore une fois pour votre écoute qui est très importante pour nous. Fait que on vous invite à liker, à partager, puis à vous abonner à notre page YouTube, Facebook, peu importe, partout. Ah ouais, full, complète, c'est la grosse affaire. On vous invite les amis. Merci pour votre écoute, puis à la prochaine!